Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints en salle Berlin pour cette dernière conférence de la matinée consacrée à l'apprentissage tout au long de la vie. Cette dernière conférence, elle va nous permettre de mieux comprendre le rôle des régions dans la modernisation de la formation, un rôle d'organisateur, de financeur, d'accompagnant aussi des organismes de formation sur les territoires, grâce aux 4 intervenants, puisque 2 sont à distance. On va avoir une illustration très concrète de ce qui a pu être mis en place par la région Occitanie pour accélérer la transition digitale des organismes de formation sur son territoire. Donc les 2 personnes qui nous ont laissé un petit message vidéo qu'on va diffuser plus tard, je les présente rapidement. Ce sont monsieur Thibaut Guibon, directeur adjoint de la région Occitanie, et son directeur de la formation et des parcours professionnels, Sylvain Capès, qui vont présenter donc à travers cette vidéo les ambitions et le cadre du programme régional de modernisation de la formation qu'ils ont lancé en 2020 sur leur territoire. Et nous avons la joie d'avoir parmi nous physiquement Vladimir Sekelj, président de Kawalearn, une agence digital learning qui a été choisie par la région Occitanie comme partenaire de ce programme de modernisation des organismes de formation pour mener des missions d'accompagnement stratégique, opérationnel auprès de différents établissements et organismes de formation qui sont situés en région Occitanie, dont le campus AgroParisTech de Montpellier, représenté par Estelle Bourgeois, qui nous fait la joie d'être présente aujourd'hui, qui est chargée d'ingénierie de formation et qui va partager, elle, un peu plus tard dans la présentation, son vécu d'organisme accompagné dans le cadre de ce programme régional. Donc voilà pour le programme. On va commencer avec vous, Vladimir, de Kawalearn, ou toi, si tu veux bien qu'on se tutoie. Si tu veux bien nous dire en quelques mots le contexte dans lequel s'inscrit cette ambition régionale dont vous allez nous parler. Bonjour à toutes et à tous. Vous entendez correctement ? Pour ceux qui n'entendraient pas correctement, il y a les casques, oui, que vous pouvez régler. Il faut jusqu'à ce que la lumière bleue apparaisse sur vos oreilles. Ça voudra dire que vous êtes connecté à la bonne conférence. Le contexte de cette, à l'origine, un appel d'offres, fin 2019, début 2020, c'est tout simplement le distanciel. C'était avant le Covid, donc la région Occitanie a eu le nez creux. Avant le Covid, il y a le distanciel, une demande évidemment de plus de souplesse, d'avoir des formations à distance, éviter aussi, il y a une problématique un peu environnementale, c'est-à-dire éviter les déplacements et puis pouvoir toucher des personnes qui sont sur des territoires éloignés. En Occitanie, il y a la Lozère, qui est le département le moins peuplé de France. Et puis, il y a une demande d'avoir des formations interactives, ludiques. Personne n'a envie de s'ennuyer en formation, surtout les adultes, j'ai envie de dire, et puis surtout les publics qui sont un peu éloignés de l'emploi, pas trop scolarisés, et donc c'est un public dont les régions ont la charge de façon générale. Et puis le dernier point, c'est être centré apprenant. Donc si vous êtes formateur, responsable de formation, forcément ça vous parle, c'est pas nouveau du tout. Mais être centré apprenant, c'est aussi un choix, être attractif. Et je dirais, c'est ce qu'on a connu au niveau du commerce en fait. Il y a quelques années, le commerce a eu sa mutation en e-commerce. Vous êtes tous des consommateurs et vous avez envie que l'offre, en fait, l'expérience d'achat soit centrée autour de vous, que vous puissiez acheter de chez vous et avoir une bonne expérience. La formation, c'est un peu ça. On est en train de vivre depuis quelques années cette transformation qui est parfois un peu douloureuse. Et la région Occitanie a anticipé ça, a senti ce vent venir juste avant le Covid. Et le Covid a forcément donné un coup d'accélération à ce besoin. Ça, c'est le contexte. On va peut-être passer à la vidéo qui nous a été laissée par les gens de la région, sauf si, Vladimir, tu voulais ajouter quelque chose avant ça. Non, c'est tout. Donc la région Occitanie a lancé cet appel d'offres. Il y a 4 prestataires qui ont répondu, qui ont été sélectionnés. Donc Kawalearn, et puis on a Let's Mind, notre amie qui est là. Bonjour Laetitia. Sur les 2 représentants de la région n'ont pas pu être présents, par contre on les a enregistrés au niveau vidéo. Le programme s'appelle IEM, c'est Innov Emploi Modernisation, et on a une petite vidéo de 4 minutes qui se lance normalement. Eux vont donner leur point de vue, voilà, en fait. Bonjour à tous, merci à Kawalearn de nous inviter à participer au salon Learning Technology.
Je suis Thibaut Guibon, directeur adjoint de la direction de la formation et des parcours professionnels de la région Occitanie. Et je suis accompagné de Sylvain Cap. Bonjour à toutes et à tous, Sylvain Cap, responsable du service gouvernance, prospective et évaluation, le service dans lequel est positionné le dispositif IEM dont on va vous parler aujourd'hui. Voilà, donc ce dispositif, il fait partie d'une stratégie globale de la région de développer la numérisation des formations au sein de notre territoire. Nous sommes déjà investis depuis longtemps dans cette pratique-là, puisque nous avons une plateforme qui s'appelle Pyramide, qui a été développée depuis déjà presque 20 ans au sein de la région et qui permettait de financer, de mettre en place des formations à distance. Donc la région Occitanie est très pionnière sur ce genre de technologie-là. Nous souhaitons aller plus loin dans l'accompagnement des organismes de formation avec le désir d'avoir une approche plus globale que seulement la numérisation. Et donc nous avons mis en place un dispositif qui permet de conjuguer à la fois la digitalisation des formations, l'innovation pédagogique et aussi l'attractivité des formations, qui est un enjeu fort pour le Conseil régional. Donc, grâce à la mise en place du plan d'investissement dans les compétences en 2019, nous avons pu bénéficier de moyens financiers supplémentaires qui nous ont autorisés à mettre en place ce dispositif que nous avions dans les terroirs depuis quelques temps déjà et que nous souhaitions mettre en place pour faciliter et augmenter la qualité des formations dans notre région. Donc nous avons fait le choix de financer via ce plan d'investissement dans les compétences 20 millions d'euros sur le programme qui représentait 80% de l'axe transverse permettant de travailler sur l'innovation dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences. Donc début 2020, nous avons lancé un marché public permettant de recruter des structures qui allaient accompagner les organismes de formation dans leur démarche. Et nous avons donc clôturé cet appel d'offres 15 jours avant le début de la pandémie. Donc c'était un timing parfait pour pouvoir étudier de façon très sérieuse les différents dossiers qui nous étaient parvenus. Une fois que nous avons recruté ces structures, nous avons mis en place un appel à manifestation d'intérêt auprès des organismes de formation de la région qui souhaitaient se positionner sur le dispositif. Cet appel à manifestation d'intérêt a été lancé en juin 2020, une période à laquelle les organismes avaient bien pris conscience des limites de leur pratique en termes de formation à distance et donc ont été fortement incités à venir participer à notre programme et à développer avec nous de nouvelles compétences en matière de numérisation, d'innovation pédagogique. Donc Sylvain maintenant va vous présenter le programme dans son entièreté. Merci Thibaut, et surtout un bilan en fait, puisqu'effectivement on peut être assez fier du bilan de moderniser l'appareil de formation, puisqu'en 5 ans, ce sont 4 prestataires qui ont accompagné 270 structures sur les 13 départements qui forment l'Occitanie, soit un bilan de 12 500 jours d'accompagnement au total, ce qui fait une moyenne de 46 jours par bénéficiaire. Donc vous voyez que c'est un dispositif qui est quand même très conséquent. Les plus-values qu'on peut retirer de ce programme et qu'on a vu directement auprès des bénéficiaires qu'on a interrogés pour les OFA et les CFA, c'est bien sûr la professionnalisation des équipes grâce à de la mise en œuvre de nouvelles méthodologies de travail, avec notamment la lutte contre l'électronisme. C'est un renforcement de l'efficacité pédagogique avec des programmes de formation qui vont être plus individualisés, une diversification des pratiques et des approches pédagogiques. Bien sûr, comme l'a dit Thibaut, c'est un appui à la digitalisation en cohérence avec les enjeux liés aux différentes crises et on l'a vu notamment à la crise sanitaire. Et puis c'est une prise de recul sur l'exercice du métier de formateur, prise de recul importante qui permet au niveau des équipes de se réapproprier des projets collaboratifs. Pour les stagiaires, qui sont les utilisateurs directs des acquis des formateurs sur ce programme, c'est la possibilité d'avoir des parcours de formation qui sont adaptés, enrichis par l'acquisition de nouvelles pratiques. C'est un engagement des apprenants qui sera favorisé du coup tout au long de la formation. Et puis ce sont des contenus qui sont plus dynamiques et plus attractifs, avec notamment l'utilisation des neurosciences, des soft skills, de la ludopédagogie ou de la granularisation. En effet, donc, le programme se termine en avril, mais des perspectives ont déjà été envisagées. Et donc on a interrogé en fait les bénéficiaires pour essayer de savoir comment on pouvait aller plus loin. Et du coup, on a imaginé 2 temps. Dans un temps court, on va s'appuyer sur les retours d'expérience des 270 accompagnements pour mener une mission de capitalisation et proposer à très court terme une plateforme en libre accès contenant plus de 60 ressources pédagogiques qui vont valoriser effectivement le travail qui a été effectué.
Et puis sur un temps plus long, on va continuer à accompagner les structures qui ont bénéficié d'IEM pour déployer une véritable stratégie d'essaimage de la transformation digitale et de l'innovation qui permettra de valoriser les formations auprès des prescripteurs, des apprenants, des entreprises et des financeurs. Le but, ce n'est pas de se reposer sur ses lauriers, mais c'est véritablement de continuer sur cette dynamique avec des travaux qui pourraient permettre la création d'une communauté d'échange et d'expertise profitable à l'ensemble des OFA et CFA d'Occitanie. Voilà, on vous remercie vraiment de nous avoir écoutés et on vous dit une bonne conférence avec 18 degrés ici à Montpellier. On espère que le temps est aussi clément à Paris. Merci. Merci de votre attention. Au revoir à tous. Donc, du côté de la région Occitanie, donc l'accompagnement des organismes de formation a été massif. Je précise quand même qu'à travers ce programme, les organismes de formation étaient accompagnés par des structures expertes comme Kawalearn gratuitement, puisque l'ensemble du programme était financé sur les fonds régionaux. On serait curieux de savoir comment ça s'est passé sur le terrain. Donc Vladimir, en tant qu'opérateur de ce grand programme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors là, vous avez eu le point de vue très technique en fait de la région et un point de vue plutôt politique. Nous, en tant que prestataires, on va vous donner notre point de vue technique mais de terrain. Comment on a fait? Alors déjà, Kawalearn, on a 4 piliers d'activité, le conseil, l'ingénierie, une partie studio, donc production des modules de formation, et puis une partie académie, c'est-à-dire formation de formateurs sur le digital learning. C'est là-dessus que la région nous a retenus et c'est là-dessus que nous avons travaillé auprès des organismes de la région. Au niveau de la région, il y avait 3 axes. Vous l'avez peut-être entendu, mais c'était rapide. En fait, ils ont ciblé 3 axes de travail. Un axe sur l'évolution métier de formateurs. Et donc, c'est la transformation de la posture du formateur. Un axe sur la digitalisation de la formation. Donc là, on est plutôt sur les contenus. Et puis un axe sur la pédagogie attractive et donc l'attractivité des formations. Là, on est plutôt côté apprenant avec des modifications un peu structurelles de la formation, plus fluides et des contenus aussi plus ludiques. Il y a 2 missions. On a eu une première mission de terrain qui est une mission de diagnostic en fait, état des lieux des organismes, comment ils travaillent, avec quoi, etc. À partir de là, on a créé un plan d'action co-construit avec l'organisme et ce plan d'action a été soumis auprès d'une commission régionale pour accord, en sachant que, comme l'a dit Agathe, c'est la région Occitanie qui a financé en fait les jours d'accompagnement complets. Donc du coup, forcément, ils donnent leur avis et leur accord sur le plan d'action. Et puis derrière, il y a une mission 2, donc ça a été la mise en œuvre de ce plan d'action directement auprès des acteurs au niveau des organismes de formation jusqu'à 60 jours d'accompagnement. Donc c'est assez massif. Sur le territoire, alors nous, on est intervenu sur la partie est, sud-est de la région Occitanie auprès de à peu près 50 dossiers d'accompagnement, donc c'est quand même beaucoup. Après 50 dossiers, vous dites, quelle taille, est-ce qu'il y a une typologie d'organismes de formation? Et en fait, pas vraiment. Sur les mêmes problématiques, on a une répartition ici des dossiers où vous voyez sur l'axe horizontal, sur les abscisses, vous avez en fait la taille en nombre de formateurs. Donc forcément, il y a beaucoup d'organismes qui sont à moins de 25 formateurs temps plein. Hein, on exclut les prestataires qui viennent de temps en temps. Donc la plupart sont en dessous de 25 formateurs. Mais on a des organismes qui sont beaucoup plus gros, avec des Greta par exemple. Donc il y a du public, il y a du privé, il y a des petits, il y a des grands, il y a des organismes qui reçoivent beaucoup de monde. Et en fait, ils ont tous les mêmes problématiques. Tous. Comment vous avez procédé? Du coup, quelle a été la méthode de travail que vous avez mis en place auprès de ces organismes pour pouvoir les accompagner efficacement? Alors, après la phase de diagnostic, en fait, il y a une première étape qui est une étape de transformation de politique, en fait, de stratégie de la digitalisation de l'organisme. Et ça, on a retrouvé en fait les mêmes problématiques pour tous les organismes, peu importe la taille. Ça, je l'ai déjà dit. On a utilisé en fait les piliers de Knoster. Donc, c'est pas nous, mais il y avait une méthodologie qui était assez intéressante. Où vous voyez sur ce tableau que si on aligne la vision stratégique au niveau de l'organisme de formation, les compétences internes, la motivation des équipes, les ressources, eh bien, on construit un plan d'action et on arrive au succès. S'il manque une de ces cases,
bah, vous voyez sur la dernière colonne le résultat escompté, le résultat attendu. Et donc nous, on vient combler, en fait, on vient faire le diagnostic sur ces 4 premiers piliers et on est intervenu pour cadrer le plan d'action. Là, évidemment, ce tableau, il n'est pas complet parce qu'il nous est arrivé, ça c'est le tableau qu'on trouve, hein, vous le trouvez sur Internet, sur la méthodologie, les piliers de Knoster. En réalité, sur certains organismes, il nous manquait 2 cases, 3 cases, voire 4 cases. Et donc, il nous est arrivé d'avoir un organisme en Lozère sur lequel il n'y avait pas de vision. La directrice changeait, la nouvelle n'était pas au courant, enfin, il n'y avait aucune vision. Aucune compétence en interne, ils n'avaient pas le matériel et ils n'avaient pas de ressources. Et donc nous, on a dit, bah, il n'y a pas de plan d'action en fait. On peut pas avancer. Et qu'avez-vous constaté du coup dans vos travaux? Quel est le regard que vous portez sur les organismes que vous avez accompagnés? Ah, vas-y. Alors sur les outils, oui, c'est un peu tôt. Ouais. Sur les outils, quand on a accompagné en fait les formateurs à digitaliser, alors leur métier de formateur, on le remet pas du tout en cause, mais utiliser les outils digitaux dans le cadre de leur ingénierie pédagogique, ça a été souvent un peu compliqué. Ils savaient pas, donc on a été amené à créer un jeu de cartes en fait, pour les faire travailler en mode collaboratif, en design thinking, et découvrir des modalités. Donc là, un jeu de cartes avec 3 couleurs, un truc très très simple en termes d'ingénierie. Le bleu, c'est du descendant, c'est du magistral, on a toujours besoin de descendre une information. Le vert, c'est du questionnement, et donc on remonte une information des apprenants vers le formateur. Et puis le orange, bah, c'est de l'interaction, donc on manipule des choses. Très simple. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on met comme activité pour pouvoir faire du descendant, pour pouvoir faire du questionnement, pour pouvoir faire de l'interaction. Et donc, on a utilisé des activités qu'on trouve dans la plupart, hein, qui sont génériques sur la plupart des outils auteurs et sur la plateforme Moodle, parce que la plupart étaient sur Moodle quand même. C'est une plateforme très utilisée. Mais ils ne savent pas quels sont les outils qu'ils peuvent actionner dessus. Donc, jeu de cartes qu'on a distribué auprès de ces formateurs et que finalement, on a été amené à vendre au-delà de la région. Le deuxième outil, c'est qu'on a rénové un peu la démarche ADI. Pareil, si vous êtes ingénieur pédagogique, la démarche ADI, vous la connaissez. Simplement, pour le digital, il faut l'exploiter un petit peu différemment. Donc, on l'a un peu rénové. On a mis des choses qui sont un peu spécifiques au numérique, liées à notre expérience. On a voulu quelque chose qui soit simple d'utilisation, qui puisse conserver et actionner directement. Et finalement, on en a fait un poster. Et ce poster, la région Occitanie nous l'a acheté. En fait, nous a demandé une prestation de production graphique pour pouvoir la distribuer auprès des organismes. Donc voilà le poster qu'on peut vous envoyer. C'est gratuit. Il n'y a aucun souci. Il faut venir sur notre stand. Alors du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire avec du recul sur les organismes que vous avez accompagnés? Vous avez dû observer des profils différents, des stratégies différentes que je vais vous laisser présenter. Alors là, on a synthétisé un peu, pour faire simple, les différentes stratégies que l'on a observées sur le terrain. Évidemment, les organismes ne partaient pas forcément de l'âge de pierre, hein, c'est pas tous Cro-Magnon. Aucun ne l'est resté, en fait, ils ont tous évolué, parfois très très vite, et ça dépend pas de la taille, en fait. Hein. Il y a des organismes importants qui ont évolué très très vite, d'autres petits qui ont évolué très très vite aussi. Voilà. On a trois familles en fait. On a des organismes qui disent ok, le digital, il faut y aller parce qu'il y a une demande terrain. On a des formateurs en théâtre qui faisaient expression orale, prise de parole en public, qui ont attendu qu'on fait le dos rond pendant le Covid, et au retour du Covid, leurs clients historiques en fait ont dit ben non, on veut pas revenir en présentiel, fais-moi une prestation à distance. Et là, ils se sont retrouvés un peu dénudés. Alors on a ceux qui observent et qui se disent ok, le numérique, faut y aller, mais j'attends de voir, je vais acheter des modules sur étagère tout fait, je vais me débrouiller comme ça en bricolant avec des modules, mais je ne vais pas produire. On a la majorité des organismes, c'est Orange, ce sont des utilisateurs, donc des organismes qui disent « Ok, le numérique, j'ai besoin, je veux un truc sur mesure pour répondre à mes formations, à mes besoins spécifiques, à mon public ». Mais je ne vais pas internaliser ce processus-là parce qu'il faut recruter, parce qu'il faut des moyens et je n'arriverai pas à le faire. Et donc, je vais déléguer une prestation externe. Mais du coup, grâce à l'accompagnement, je sais ce que je dois demander, je sais quelles sont les limites, je sais comment je vais utiliser et je sais comment acheter.
Et puis ensuite, on a des organismes qui se sont engagés, qui ont dit oui, il le faut, je vais produire quelque chose sur mesure qui valorise mon entreprise, donc pas quelque chose sur étagère, et je mets les moyens, donc soit je me forme, j'achète des logiciels en fait pour le faire, pour le mettre en œuvre, ou alors je recrute des personnes spécifiques pour ça, en sachant que c'est un peu compliqué de recruter en ce moment sur ce type de métier. On va laisser la parole à Estelle, si vous le voulez bien, pour que Estelle, vous puissiez nous partager votre expérience d'organisme, d'établissement accompagné par Kawalearn dans le cadre de ce programme. Alors, je ne sais pas si vous étiez à l'âge de pierre ou du bronze ou autre avant de travailler avec Kawalearn. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un état des lieux de où vous en étiez, quels étaient vos besoins? Alors, tout d'abord, avant le Covid, on avait beaucoup de présentiel, même si... Il faut que vous rapprochiez. Même si on avait commencé à digitaliser certaines formations. Et puis, on s'est retrouvé comme tout le monde, à plus avoir personne dans nos centres de formation. Et le hic, c'est que les formations en géomatique et télédétection, ça demande beaucoup de ressources informatiques, beaucoup de pratiques. Et il faut que les gens puissent faire des TP, et ils n'ont pas forcément les éléments matériels pour le faire. On a donc éprouvé le travail à distance généralisé et on s'est aperçu qu'on avait une évolution des attentes. On voulait plus de distanciel, plus de flexibilité, plus d'interactivité, plus de multimédia et plus de collaboratif. Et on a eu donc ce besoin de se dire il faut repenser, moderniser nos formations. On savait qu'il fallait qu'on le fasse, mais comment le faire, ça c'était autre chose. Et surtout dans un timing qu'il fallait qu'il soit rapide. Et alors du coup, comment vous y êtes pris, si on peut passer à l'étape suivante? On s'y est pris qu'on a répondu à l'appel d'offres de l'AMI de la région. Et on a eu la très grande chance de décrocher cet accompagnement et d'aller au-delà de la phase du diagnostic et d'être accompagné par Kawalearn qui nous a bien poussé. Donc on a pris ce diagnostic, on s'est fait un petit plan d'action qui nous a permis d'y voir plus clair sur ce qu'on allait faire, ce qu'on était en capacité de faire dans le temps qui nous restait, puisqu'on était sur la dernière vague, je crois, de l'AMI, donc on n'avait pas énormément de temps. Et puis on a commencé déjà par un gros package de formation sur les outils. Et puis sur des nouvelles postures à avoir, des nouveaux cadres de réflexion. Se projeter aussi. On a vos enseignants, mais aussi les équipes pédagogiques du campus. Surtout les équipes pédagogiques, puisque nous, on a un package d'enseignants plutôt pour la formation initiale. Et en formation professionnelle, en fait, on a plusieurs types d'enseignants. Donc on a déjà commencé par les équipes d'ingénierie qui passent derrière tous ces enseignants pour essayer de digitaliser et de numériser tout ça. Et puis, on a eu la chance d'avoir un énorme volant de formation qui nous a bien aidé et sur des outils, et sur des concepts, et sur de la stratégie. Et puis, on a mis en pratique sur un module pour que l'on a scénarisé, puis produit. Et à cette occasion, on a découvert qu'on avait des outils en interne qui dormaient dans les placards. Donc, un rapide MOOC, ça fait toujours plaisir de le retrouver dans son placard. Et puis, on en arrive à la fin où on va avoir un guide de bonnes pratiques que l'on va récupérer à la fin de cette expérience et qui nous permettra d'harmoniser nos pratiques au niveau de tous les campus d'AgroParisTech, puisque ça va diffuser à Clermont, à Paris, à Palaiseau et sur les autres sites d'AgroParisTech. Et alors, pour chacun de vous, du coup, quelles sont les perspectives suite à ce projet et les impacts de ce projet sur votre structure? Alors, déjà, on va caler la méthodologie, l'ancrer de façon à ce que ça devienne un incontournable, qu'on ait un référentiel qui nous permette de travailler de façon un peu coordonnée et puis d'avoir des bonnes bases. On va aussi passer par la mise à jour des anciennes formations, parce qu'on va ce qu'on va produire, ça va être dans le moule. Par contre, il va falloir revenir sur l'existant pour essayer de le mettre à jour, pour essayer de valoriser cette expérience-là. Et puis, il va falloir aussi percoler au niveau des équipes et là des formateurs pour commencer à leur faire adopter ces pratiques. Et puis, tout ça va nous permettre de créer des nouveaux contenus pour arriver à être plus performant sur le côté digital. Très bien, je vous remercie de votre participation. Je crois qu'on peut vous retrouver pour prolonger la discussion
sur le stand de Kawalearn. Je vais peut-être prendre une question du public s'il y en a une avant qu'on se dise au revoir. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention. J'ai une question, c'est comment vous adaptez cet accompagnement sur des organismes de formation, on va dire, qui ont des restrictions assez fortes. Je pense par exemple à des gros groupes qui vont être assez limités finalement dans les outils qu'ils peuvent utiliser par la suite dans le développement du digital. Comment vous adaptez cet accompagnement? Est-ce que c'est complètement sur mesure? Alors c'est complètement sur mesure, donc la réponse était dans la question. Non, c'est complètement sur mesure et là c'est ce qu'a dit Estelle tout à l'heure, c'est assez flagrant. C'est que souvent sur la période Covid, les responsables de centres de formation ont acheté des logiciels et souvent ils ont eu des doublons, ils ont triplé. Parfois on est arrivé dans des organismes où il y avait 3 outils de visio. Et nous, on a apporté souvent une simplification en disant mais vous avez déjà des choses en interne. On n'est pas sur l'outil en fait. C'est pas l'outil qui fait la digitalisation, hein, clairement. C'est la façon dont on va les utiliser, c'est l'ingénierie qu'on va mettre derrière, etc. Et donc on va d'abord faire cette étape de diagnostic et de réingénierie avec les clients et avec les outils qui sont déjà en interne. Et ponctuellement, il arrive qu'on se dise bon bah là il y a un trou. Il faut combler ce trou parce que vous faites des captations écran avec PowerPoint pour faire un tuto et non, ça va pas. Donc on va faire autrement. Et il y a des outils très simples, c'est pas forcément cher. Donc AgroParisTech, ils ont diminué leur budget suite à l'accompagnement en fait. Ils se sont retrouvés qu'ils avaient déjà des outils internes et qu'il y avait des outils qui étaient en doublon et qui n'étaient pas nécessaires. Et donc on a simplifié pour faire mieux. Voilà. Tu confirmes ? Tout à fait, tout à fait. On a rationalisé nos pratiques en fait. Et c'était pas ouf en termes de marge de manœuvre chez AgroParisTech, en termes d'outils. On n'a pas trop le choix. Donc en fait, on a fait avec ce qu'on avait. Merci beaucoup à vous deux. Et puis, merci à vous. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que tout est possible. Hein. Tout le monde peut y arriver. Et voilà, si vous avez des questions, on est sur le stand V40. Donc on répondra donc sur la digitalisation, sur l'ingénierie, sur la production et sur la formation de formateurs.